Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Tout au long du mois de septembre, je vous propose de revoir les temps forts de la séance et des auditions lors de la dernière session parlementaire. Car au mois de septembre, les sénateurs sont encore absents du Palais du Luxembourg car ils sont en campagne et ils préparent activement les élections sénatoriales qui se tiendront le 28 septembre et qui permettront de renouveler la moitié de la Haute Assemblée. Retour ce matin à l'audition de Laurent Fabius qui avait été entendu le 6 mai dernier par les commissions du développement durable et des affaires économiques sur la conférence de Paris 2015 sur le climat. Une conférence qui devrait permettre d'arriver enfin à un accord, un nouvel accord universel sur le climat. D'ailleurs, à l'occasion de cette audition, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, avait indiqué combien il était essentiel d'arriver à un accord ambitieux, avec de réels engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. Rappelons que cette 21e édition sera d'ailleurs placée sous le signe de l'exemplarité gouvernementale et qu'elle a pour objectif de réduire au maximum l'impact environnemental d'une telle réunion. Retour tout de suite donc à cette audition qui s'est tenue le 6 mai dernier au Sénat. Bonjour à tous, mes chers collègues, bonjour. Monsieur le ministre, bienvenue au Sénat. Donc, je suis très heureux, sincèrement, avec mon collègue, donc vice-président de la Commission des Affaires étrangères, et les membres de cette commission et les membres de la Commission du développement durable, de vous accueillir donc pour vous entendre sur la préparation de la conférence de Paris 2015 sur le climat. Alors, avant cela, je voulais simplement vous dire que notre commission du développement durable est la plus jeune commission permanente du Sénat. Elle a à peine 2 ans, un peu plus de 2 ans d'existence, mais dès sa création, elle s'est beaucoup intéressée, bien sûr, à cette problématique, vous l'imaginez, et nous avons d'ailleurs un groupe qui s'est un petit peu spécialisé dans les différents sommets qui ont eu lieu, et nous avons, après le sommet de Copenhague, participé au sommet de Rio, où d'ailleurs nous avons assisté à une conférence du président François Hollande et de vous-même, et nous avons évidemment été un petit peu déçus, mais ça, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, je voudrais en profiter pour vous dire que le Sénat s'est intéressé déjà depuis très longtemps donc, à cette problématique, puisqu'il faut le rappeler, c'est en 2000 que Paul Vergès a créé l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, la fameuse ONERC, qui d'ailleurs, donc, en relation avec tout ce qu'a pu produire le GIEC, a fourni des documents très intéressants qui ont commencé à essayer d'évaluer ce que coûterait, si nous ne faisons rien, ce réchauffement climatique, et inversement, ce que pourrait coûter une action si nous commencions assez tôt dans une forme de prise de conscience et d'action. Alors, le président de la République et vous-même donc avez fixé donc comme priorité pour ce sommet et pour donc votre ministère, bien sûr, non seulement évidemment de l'organiser, mais bien sûr de le réussir. Et bien sûr, nous sommes tous derrière vous pour essayer de contribuer donc à cette réussite. Et c'est pour cela que nous avons créé un groupe de travail pour suivre donc ce sommet. Alors, bien sûr, ce que nous souhaiterions aujourd'hui, c'est bien sûr essayer de vous entendre sur la préparation. À quel stade en est-on? Comment avez-vous mobilisé vos services et notre réseau de la diplomatie donc dans cette perspective? Quelles sont, selon vous, aujourd'hui les perspectives de parvenir à un accord ambitieux lors de cette conférence? Et enfin, qu'attendez-vous du Sénat et des sénateurs pour soutenir votre démarche et celle de la diplomatie française? Voilà. Monsieur le ministre, nous avons donc devant nous 1 heure, 1 heure et quart. Si vous voulez bien donc faire ce point, et ensuite vous verrez, les questions vont se déchaîner et nous essaierons bien sûr d'y répondre. Voilà, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon collègue veut dire 2 mots. Bon. Je peux faire, oui, le mot d'accueil, puisque la Commission des Affaires étrangères accueille son ministre, en quelque sorte. Mais c'est vrai que le sujet qui nous occupe aujourd'hui relève largement de la Commission du développement local. C'est vrai que l'actualité est plus portée en matière d'affaires étrangères du côté de l'Ukraine ou du Sahel ou de Centrafrique. Mais je constate, pour paraphraser quelqu'un qui fut célèbre et qui l'est toujours, que la maison brûle, mais que vous ne regardez pas ailleurs. Voilà, en la circonstance, ce long processus sur le changement climatique enclenché déjà depuis fort longtemps peut vivre une étape décisive l'année prochaine à Paris. Nous souhaitons naturellement que ce soit le cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers amis,
D'abord, je veux vous remercier de m'accueillir aujourd'hui dans cette maison que je connais et que j'apprécie pour évoquer un sujet extrêmement important. D'ordinaire, quand je viens devant vos commissions, c'est pour parler en général de politique étrangère, mais cette fois-ci, c'est évidemment pour parler de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est son nom complet. Mais dans notre jargon commun, nous l'appelons la COP 21, où aussi, et je pense que c'est une acception que vous ferez vôtre, Paris Climat 2015, puisque cela se fera chez nous. Je ferai donc quelques remarques introductives et ensuite, bien sûr, je suis à votre entière disposition, sachant que les uns et les autres, vous êtes des spécialistes de ces questions. D'abord, sur le degré d'urgence et sur l'opportunité d'agir. Les causes, les manifestations, les conséquences sont bien connues de vous. Dans les dernières publications du GIEC, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Le changement climatique est sans précédent et l'influence des activités humaines est incontestable. D'ailleurs, c'est une remarque que je me permets de faire en passant et que le vice-président Al Gore m'a faite lorsque nous nous trouvions ensemble dans une réunion au début du mois de janvier. Si l'on se rapporte à l'état d'esprit qui existait dans l'opinion publique, y compris dite éclairée, il y a seulement 2 ou 3 ans, il y a un changement considérable, car quasiment plus personne ne conteste, d'une part, la gravité du phénomène et, d'autre part, son origine humaine. Alors que, vous vous rappelez, je ne citerai pas de nom, que dans les différents continents, et la France fait partie d'un de ces continents, il y a encore peu de temps, ces phénomènes étaient contestés. Ils ne le sont plus, compte tenu à la fois de la profondeur des problèmes et de la qualité des analyses qui ont été menées par les scientifiques. Toutes les données statistiques sont sans équivoque et bien au-delà de la marge d'erreur que, d'ordinaire, les scientifiques retiennent. Quels sont les risques? Je ne vais pas les énumérer tous, mais je donnerai juste quelques exemples, puisque je crois qu'en plus, la presse nous fait l'amitié d'être là. Le volume total des glaciers pourrait être réduit de moitié, voire de 80% d'ici à 2100 si rien n'est fait. L'augmentation du niveau de la mer pourrait bouleverser nos côtes, puisque la mer pourrait monter de plus de 50 cm d'ici la fin du siècle, et jusqu'à près d'1 mètre selon les hypothèses les plus pessimistes. Ceci, je ne sais pas s'il faut dire le conditionnel ou le futur, entraînerait des risques d'érosion et d'inondation de plus en plus fréquents sur les côtes où vit la majorité de la population mondiale. Ce qui signifie, évidemment, les choses ne sont pas aussi mécaniques, mais il faut donner des traductions concrètes. Dunkerque partiellement sous l'eau, la Méditerranée arrivant jusqu'à Arles et Rotterdam devenue une île. Ceci n'est plus de la science-fiction, mais une hypothèse malheureusement possible à la fin de ce siècle, si rien de suffisant n'est fait. D'autre part, les changements climatiques entraîneront aussi des risques accrus sur le secteur agricole, qui pourraient perturber la sécurité alimentaire mondiale, notamment les populations les plus vulnérables. Que deviendraient les 40% de la population mondiale qui vivent de l'agriculture si beaucoup de récoltes sont amputées d'un quart à cause à la fois de la chaleur et du manque d'eau? Tout cela est fort bien résumé dans les 3 rapports qui ont déjà été publiés par le GIEC et je voudrais faire quelques observations à la lecture des dernières conclusions du 5e rapport du GIEC, qui nous apporte un diagnostic scientifique clair et un état des lieux préoccupant sur les possibles impacts, en particulier la baisse des rendements agricoles, l'élévation du niveau des mers et la création de nouvelles poches massives de pauvreté.
D'ailleurs, j'en tire une conséquence qui va peut-être vous paraître superficielle, mais qui ne l'est pas, car les mots sont toujours importants. Le mot de changement climatique, qui est souvent utilisé, me paraît beaucoup trop neutre. Car après tout, sans faire référence à tel ou tel slogan politique, le changement est souvent perçu comme positif. Et ce terme, changement climatique, ne rend pas compte de la gravité des risques. Je préfère évoquer, pour ma part, non plus le réchauffement, car scientifiquement ce n'est pas exact. Les phénomènes à l'œuvre se traduiront parfois par des réchauffements, parfois par des refroidissements, le plus souvent par des bouleversements. Et pour toute une partie de la population, y compris la population française, évoquer la perspective d'un réchauffement n'est pas, après tout, nécessairement dramatique. Chacun au nord de la Loire s'imaginant pouvoir vivre sur la côte d'Azur. Mais il s'agit, devenons sérieux de nouveau, pas du tout ça. Il s'agit d'un dérèglement climatique, en anglais climate disruption, qui exprime bien ce qui est en jeu, c'est-à-dire la capacité de l'espèce humaine à se nourrir, à se développer, à vivre décemment et même à survivre. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc ce n'est pas simplement un changement climatique. Et certains commencent même à parler en anglais, la présidente de la Convention climat parle de global weirdness, c'est-à-dire d'étrangeté globale, c'est-à-dire un phénomène de bizarrerie globale. Si nous restons inactifs, nous allons léguer à nos enfants un monde en rupture avec celui que nous avons connu, dangereux et évidemment extrêmement difficile à vivre. Le troisième volet du rapport du GIEC, j'ai dit quelques conclusions que je tirais de ces travaux, qui a été publié il y a peu de semaines, montre à la fois la gravité de ses conséquences, du phénomène lui-même, et qu'il est encore temps d'agir. Je prends comme exemple une des principales préconisations du rapport, un triplement, voire un quadruplement de la production d'énergie sobre en carbone. Certains pourraient y voir un mal nécessaire, mais dans un monde où les coûts de ces sources d'énergie, notamment les renouvelables, évoluent rapidement, où les conséquences des énergies fossiles sur la santé sont de plus en plus claires, où l'innovation bas carbone commence à réconcilier écologie et économie, je vois, et c'est une ligne directrice que nous allons essayer de suivre dans sa conférence de Paris, j'y vois aussi une chance à saisir. C'est évidemment une contrainte redoutable, mais il y a aussi une chance à saisir. Un deuxième point sur lequel je voudrais faire quelques remarques, c'est sur l'utilité et la forme que pourrait prendre l'accord climatique auquel nous aspirons. Beaucoup de pays et de régions commencent à saisir à la fois la contrainte et la chance. D'ailleurs, vous savez peut-être que, aussi bien en chinois contemporain qu'en grec ancien, c'est le même mot qui signifie le risque et la chance. En chinois, je ne sais pas. En grec, ça s'appelle Kindunos. C'est le souvenir que j'ai de ma fréquentation, qui n'a pas laissé de traces apparentes, de Thucydide. De grands émetteurs, mais aussi de plus petits pays, voient aujourd'hui dans l'économie sobre en carbone une voie alternative de développement. Et la Chine, qui n'est pas la moins concernée, au contraire, a fait de ce qu'elle appelle la civilisation écologique un de ses objectifs explicites. Elle est devenue le premier marché mondial pour les énergies renouvelables. Aux États-Unis, le plan d'action du président Obama, et on m'a indiqué que le président Obama devait s'exprimer aujourd'hui, je ne sais pas s'il va le faire sur cette question, a envoyé un signal fort vers les acteurs locaux et privés. Le Brésil, je cite quelques pays particulièrement importants, est en voie de tenir son objectif de 80% de réduction de la déforestation entre 2005 et 2020. L'Islande, le Costa Rica, de petites îles vulnérables comme les Maldives se sont engagés sur la voie de la neutralité carbone. Ce sont là quelques exemples parmi beaucoup d'autres, mais au total, déjà près d'une centaine de pays ont pris des engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements sont volontaires, en dehors du protocole de Kyoto, mais ils posent, et c'est intéressant, des jalons pour aller plus loin collectivement. L'enjeu d'un accord à Paris, d'un accord universel, est de fournir un cadre, de mettre en place des outils pour agir ensemble mieux et plus vite. Et notamment, parce que c'est un point essentiel dans les négociations,
d'aider les pays en développement à s'adapter et à s'engager sur la voie d'un développement durable par les transferts de technologies et la mise en place de financements, notamment à travers le Fonds vert. L'objectif pour Paris 2015, tel qu'il a été fixé à Durban il y a 2 ans, est clair. Il doit s'agir d'un accord applicable à tous, juridiquement contraignant et comportant des engagements de réduction d'émissions compatibles dans la durée avec un réchauffement maximal de 2 degrés. Voilà la commande générale. Ce sera, si nous y parvenons, une première dans l'histoire des négociations climatiques. Car n'oublions pas que le protocole de Kyoto est certes contraignant, mais qu'il concerne aujourd'hui à peine plus de 15% des émissions mondiales. Et les engagements volontaires de Copenhague et de Cancun concernent un nombre important de pays, mais il n'y a pas de force juridique, ce qui évidemment les fragilise. Depuis Durban, nous commençons à forger une vision collective de ce à quoi pourrait ressembler un accord utile. Premièrement, cet accord serait d'abord constitué d'un cadre robuste de règles et de mécanismes pour garantir la transparence sur sa mise en œuvre, c'est-à-dire garantir que les engagements de Paris ne seront pas des paroles en l'air et permettre un renforcement, une évolution dans le temps des engagements nationaux. Deuxièmement, à côté de ce socle commun, viendraient s'ajouter les engagements de réduction d'émissions déterminés nationalement. Il nous semble que la flexibilité devrait être une caractéristique clé. Qu'est-ce que je veux dire? Nous n'agissons pas pour la conclusion d'un accord parfait sur papier et qui serait obsolète après sa signature. Il faut que cet accord puisse accueillir les engagements successifs sans que l'on doive renégocier l'ensemble, car il y a un suivi dans le temps à opérer. Troisièmement, enfin, Paris doit être le moment de cristallisation d'initiatives, de partenariats, d'engagement des différents acteurs. Et par différents acteurs, il y a bien sûr les États, mais aussi les collectivités locales, les entreprises, les ONG, les fonds d'investissement. Mises bout à bout, ces initiatives montreront que l'action est lancée, que la lutte contre le dérèglement climatique est non seulement possible, mais souhaitable pour apporter à nos sociétés et nos économies à la fois soutenabilité, croissance et bien-être. Dans ce cadre, que je dresse à grande guide, car il serait contradictoire de vouloir jouer le rôle normal de la présidence et en même temps de dire voilà exactement où l'on va et je ne veux voir qu'une tête. Il y a une fonction de synthèse à opérer qui doit être distincte, c'est un point très important, de la contribution de la France. Bien sûr, la France préside, mais la France est aussi une partie prenante. Et il ne faut pas confondre les deux au risque, évidemment, de poser un certain problème. La stratégie française. Quel doit être notre rôle en tant que pays hôte dans la conclusion souhaitable de cet accord? La première priorité, c'est l'exemplarité nationale. En ce début d'année, il y a eu la contribution climat-énergie, qui est un pas, la loi sur la transition énergétique, qui va vous être soumise avant l'été, je crois, dans le calendrier parlementaire, devra nous mener plus loin. Vous aurez, vous, un rôle essentiel dans la construction et l'adoption de cette loi, qui doit être aussi ambitieuse que possible, car mieux nous agirons nous-mêmes, plus nous serons légitimes à encourager d'autres à s'engager. La ministre de l'écologie et du développement durable, qui est responsable pour la partie française, même si c'est moi-même qui préside la conférence, évidemment mènera ce travail pour devenir ce qu'elle appelle, j'espère que ce sera le cas, la première puissance écologique d'Europe, et nous devons tendre vers cela, à la fois à cause de notre rôle exemplaire et parce que la compétitivité de la France est en jeu. Mais au-delà de la France, c'est l'Europe dans son ensemble qui doit montrer ce qu'est l'exemple. Et il faut à cet égard souligner que c'est sur la base d'une certaine transition écologique que l'Europe a construit durant plusieurs années un leadership qui est assuré au sein des négociations climatiques internationales. Et s'il n'y avait pas ce leadership, nous ne pourrions même pas parler de l'éventualité d'un accord mondial en 2015. Nous devons jouer ce rôle d'entraînement jusqu'à Paris et au-delà. Et concrètement, ça veut dire que malheureusement, nous n'avons pas pu, au mois de mars, aboutir à une décision formelle de l'Union européenne.
alors que la Commission avait fait des propositions intéressantes. La France souhaite très vivement que nous parvenions à une conclusion précise au maximum au mois de mai ou juin, car passé ce délai, et compte tenu en plus du remplacement de la Commission, qui va faire que des difficultés inévitables vont être encourues, nous risquerions, en tant qu'Européens, de ne pas pouvoir donner des indications aux autres si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de prendre des décisions. Ce qui veut dire que dans notre stratégie diplomatique, vous m'avez interrogé sur la diplomatie, il faut que, s'agissant de la France et s'agissant de notre impulsion auprès des autres Européens, nous fassions le maximum pour que cet accord au niveau européen puisse être conclu, si possible, au premier semestre. Nous ne devons donc pas laisser des désaccords internes l'affaiblir. L'Europe doit poursuivre le découplage entre croissance économique et trajectoire de ses émissions de gaz à effet de serre. La France souhaite donc l'adoption la plus rapide possible d'un cadre énergie-climat robuste pour 2030, sur la base, je l'ai indiqué il y a un instant, de la proposition de la Commission européenne d'une réduction de 40% de nos émissions en 2030 par rapport à 1990. En tant que future présidence, nous devrons être des facilitateurs des discussions globales sur le climat. En 2014, c'est-à-dire cette année, nous ne sommes pas et nous ne devons pas être au tout premier rang, parce que l'actuelle présidence polonaise et la future présidence péruvienne jouent ce rôle. Il y aura, vous savez, à Lima, au mois de décembre, l'équivalent, mais non conclusif, de ce que sera Paris Climat 2015. Mais même si nous devons accompagner ce mouvement sans le diriger, nous forgeons dès aujourd'hui notre méthode, c'est-à-dire une présidence qui veut être offensive, mais qui a besoin d'écouter, qui doit savoir convaincre, mais qui commencera par comprendre, et qui ne veut pas de consensus artificiel. Le multilatéralisme est évidemment fondamental, et c'est ce qui nous inspirera pour construire la confiance, pour pouvoir, le moment venu, faire adopter un accord, et donc il faut le pratiquer. En dehors du cadre strict des négociations, nous devrons aussi à la construction d'un élan politique fort au plus haut niveau. D'ores et déjà, c'est la raison de ma présidence, j'ai mobilisé toutes nos ressources diplomatiques et à chaque rencontre bilatérale ou multilatérale qui se produit et à laquelle je participe, ou les secrétaires d'État, à chaque réunion du G7 ou du G20, nous plaçons le climat à l'ordre du jour. Notre objectif, c'est que l'enjeu climatique prenne la place de premier plan qui doit être la sienne dans les priorités de nos interlocuteurs. Une autre orientation de notre action est de faire que ce soit une action positive. François Mitterrand utilisait souvent une formule qui me faisait sourire. Il disait, si vous dites aujourd'hui c'est difficile, demain c'est pire, et je ne vous parle pas d'après-demain, mieux vaut choisir une autre fonction. Et je pense qu'il avait raison. Il s'appliquait à la politique en général, étant un expert de cette matière. Mais si nous revenons à notre sujet, je crois que, sans dorer la pilule, il faut que nous expliquions que c'est à notre portée. Sinon, nos concitoyens vont se désintéresser de l'objectif et désintéresser, et nous ne pourrons avancer. Nous devons donc, à la fois sur le plan diplomatique, susciter un certain nombre de coalitions novatrices, faire la preuve par l'action, mais aussi rassembler, mobiliser les collectivités, les entreprises, les acteurs étatiques et non étatiques sur l'accès à l'énergie durable, le transfert de technologies, la ville durable, l'agriculture, le financement. Il y a déjà des progrès. Par exemple, j'étais à Davos au début de l'année et deux très grandes entreprises, j'ai oublié la seconde, mais la première était Unilever, qui est vraiment un des grandes entreprises mondiales et des grands polluants mondiaux, ont pris des engagements, notamment de ne pas utiliser la forêt indûment. Donc, il y a un mouvement qui est lancé. Davantage de ces entreprises étaient regroupées à Abu Dhabi au cours de ces derniers jours. Elles visent à promouvoir l'énergie propre en Afrique, à conclure un pacte des maires pour l'action climatique. Et vous avez vu, par exemple, que Ban Ki-moon, j'en dirai un mot dans un instant, qui est très mobilisé sur ce sujet, a désigné l'ancien maire de New York, M. Bloomberg, pour être son représentant
pour vraiment impliquer les collectivités locales, et c'est une excellente idée, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'action climatique, de réduire les fuites de méthane, etc. Et ces coalitions, nous devons en faire une cartographie, ce sont ces messieurs qui en sont chargés, je vais vous expliquer dans un instant ce qu'ils font, et pour que les choses, comme aurait dit Teilhard de Chardin, convergent, et que nous puissions, à condition que nous y prenions rapidement, le temps est absolument central dans cette affaire, avoir à la fois la pesée des États, la pesée des organisations internationales, la pesée des collectivités locales, la pesée des entreprises, la pesée des ONG, la pesée des opinions publiques, tout cela convergeant vers l'objectif souhaitable. Et l'un des temps forts, il y a beaucoup de temps forts cette année, en permanence, il y a des conférences sur ce sujet, c'est très bien, mais l'un des temps forts va être le sommet de l'ONU sur le climat, que notre ami le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, va accueillir à New York le 23 septembre. C'est une date très importante car nous essayons de faire en sorte, avec Ban Ki-moon, que le maximum de leaders mondiaux s'engagent au nom de leur pays. Car nous considérons que, en regardant ce qui a été fait à Copenhague et ce qui a été fait dans différentes conférences, il y a plusieurs erreurs à éviter. Nous n'avons pas apporté jugement critique sur telle ou telle conférence, mais à essayer de tirer les leçons. Et lorsque je suis allé à Varsovie, la dernière conférence, j'ai posé à tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés la même question. J'avais pensé leur poser la question, mais comment fait-on pour réussir? Mais je me suis dit, ils vont être très modestes, et bon. Donc je leur ai posé une question un peu détournée, qui était plus intéressante. Je leur ai dit, quelles erreurs ne faut-il pas commettre? Et ils ont été très bavards à partir de cette question. Et en particulier, j'en ai conclu deux choses parmi d'autres. Premièrement, il est essentiel que nous ayons des engagements le plus vite possible, car la mise en musique de tout cela demande beaucoup de temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à Varsovie, il a été dit que les différents pays devaient prendre des engagements au maximum au début de l'année prochaine. Certains pays, de ce point de vue-là, ont une situation difficile. Nos partenaires américains nous ont expliqué que, compte tenu des midterm elections, n'était pas possible, etc. Mais il faut que le maximum de pays s'engagent. Et c'est là où la journée de Ban Ki-moon, comme je l'appelle de manière un petit peu familière, est très importante. Car si vous avez de grands leaders mondiaux qui viennent à la tribune des Nations Unies dire « En ce qui concerne mon pays, voilà ce qui se passe », à ce moment-là, il est très difficile aux autres de se cacher derrière le silence général. Et parmi les pays dont j'espère très très fortement qu'ils pourront prendre un engagement, il y a évidemment la Chine. Le président Xi Jinping était récemment à Paris pour une visite qui a été à Lyon, pour une visite très réussie. Nous avons abordé avec le président français ces sujets, et avec le président chinois. Et à partir du moment où les Chinois, c'est un changement majeur par rapport à auparavant, sont vraiment convaincus qu'ils doivent bouger, cela aura une force extraordinaire que le président Xi Jinping ou le Premier ministre Li viennent à la tribune des Nations Unies pour dire « Voilà, nous avons réfléchi, voilà notre engagement ». Car il y a évidemment d'autres pays qui n'ont pas fait ce choix politique encore. Et donc la première conclusion que j'ai tirée, c'est qu'il faut que les engagements soient rapides. La deuxième conclusion que j'ai tirée, c'est que, bien sûr, les politiques doivent s'engager. C'est une affaire qui, au niveau de chaque nation, est décidée par le président, le Premier ministre, le gouvernement. Mais on ne peut pas espérer que ce soit au dernier moment que ces responsables réunis, en l'occurrence à Paris, résolvent la situation. C'est ce qui avait été tenté à Copenhague. Moi, je n'y étais pas, mais on m'a raconté cela. Où, au dernier moment, la dernière nuit, peut-être, quelques personnalités remarquables se sont réunies dans un coin. Ils étaient 4, 5, 6, je ne sais pas. Ils ont élaboré un texte dont ils pensaient qu'il allait être décisif. Ils l'ont ramené devant l'Assemblée générale qui leur a dit « Votre texte, vous pouvez le garder dans votre poche ». Bon. Donc, il faut que les grands politiques s'investissent au nom de leur pays tôt, mais il faut que le temps soit laissé ensuite aux obscurs techniciens que nous sommes pour permettre de faire les synthèses utiles. Et c'est par le va-et-vient entre ces deux éléments qu'on peut espérer, dans cette matière extraordinairement difficile, trouver un accord. D'autant que, je signale, vous le savez parfaitement, que c'est un accord par consensus. Il fut un temps, je ne citerai personne, qui n'est pas très lointain, où, à l'issue de la conférence, le président de la conférence avait demandé aux participants à la conférence que ceux qui sont pour veuillent bien lever la main.
que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Personne n'est contre, c'est donc adopté. Bon. Mais ça, je ne pense pas qu'on puisse, ni surtout qu'on doive le faire. Et donc le consensus doit être réel. Ce qui, à combien 180 et quelques pays, n'est pas d'une facilité aveuglante. C'est la raison pour laquelle, je dis tout ça en plaisantant, lorsque la France, qui d'ailleurs était la seule candidate, a obtenu cette conférence, en général quand on est seul candidat, ça facilite quand même la victoire, ceux qui sont venus me saluer m'ont dit dans un même souffle, félicitations, et ils ajoutaient tout bas, condoléances. Donc, j'oublie la deuxième partie de la phrase. Je pense que c'est une grande responsabilité, une très grande responsabilité pour la France, mais qu'il faut prendre les dispositions pratiques pour essayer de mettre tous les atouts de nos côtés. Et de ce point de vue-là, l'engagement personnel et très fort du secrétaire général Ban Ki-moon est quelque chose de évidemment très important. Ces initiatives des uns et des autres, des nations, des organisations, des collectivités, de l'ONU, etc., doivent constituer la rampe de lancement du futur accord et créer un contexte favorable au progrès de la négociation politique. Quelques mots sur l'implication de la société civile et sur l'organisation matérielle de tout cela. La société civile, dans son ensemble, a évidemment un rôle tout à fait majeur à jouer pour peser positivement sur le succès de la négociation entre États. C'est notamment pourquoi, sur le plan logistique, nous mettons en œuvre le maximum pour créer les meilleures conditions possibles d'accueil et d'accessibilité en direction de la société civile et aussi, bien sûr, des médias. Ces acteurs feront beaucoup, ils ont commencé d'ailleurs, pour assurer la visibilité de cet événement qui devra aussi être exemplaire du point de vue de l'impact environnemental et, nous a-t-il semblé, de l'implication des citoyens, puisque ça aura lieu au Bourget, même s'il s'appelle Paris, c'est au Bourget, et du département de la Seine-Saint-Denis. Le rôle de la société civile, en décembre 2015, ne va pas se limiter aux 2 semaines de la COP. Il y a énormément à faire d'ici là. Les parlementaires, et plus particulièrement les sénateurs, peuvent aider nos efforts français de plusieurs façons. Tout à l'heure, je parlais de l'exemplarité française sur le climat. J'attire notamment votre attention sur la ratification de la 2e période d'engagement du protocole de Kyoto, qui va vous être transmise prochainement et sur laquelle la France et l'Union européenne sont attendues. D'autre part, il existe un potentiel de mobilisation des collectivités territoriales, que vous représentez particulièrement, autour de l'enjeu climatique. Comme l'a indiqué le rapport des sénateurs Dantec et Delbar, je salue l'un de ces jumeaux, puisque maintenant l'un ne peut pas être cité sans l'autre, plus de la moitié des émissions mondiales sont liées, c'est ce que disent nos 2 amis sénateurs, à des décisions prises localement. L'échelle internationale est la meilleure échelle pour créer une impulsion politique et des outils, mais l'échelle locale, disent-ils, est la meilleure pour les mettre en œuvre. Et donc là, le Sénat, les sénateurs, ont un rôle tout à fait important à jouer. Enfin, les parlementaires peuvent et doivent remplir une fonction de facilitateur dans les négociations internationales. Là aussi, j'emprunte le terme de facilitateur au rapport de messieurs Dantec et Guelbar, par des échanges au sein de groupes d'amitié, par vos participations au COP, au sein de la délégation française, par les coalitions internationales de parlementaires autour du climat. Vous pouvez, et j'espère, vous allez contribuer à la préparation des décisions prises par les législateurs nationaux. Pour beaucoup de pays, la préparation des contributions nationales à l'accord de 2015 va faire l'objet d'une sanction législative. Il faut garder aussi à l'esprit qu'au lendemain de la COP 21, c'est à ce niveau parlementaire que tout se jouera pour que l'accord ne reste pas lettre morte. Donc comprenez les choses en amont, en aval ou au milieu. Vous avez vraiment un rôle très important à jouer et connaissant la sensibilité du Sénat à tout groupe profondément là-dessus, je sais que vous le jouerez. Voilà quelques éléments sur notre démarche et nos attentes pour la COP 21. Je veux dire, je terminerai par là, quelques aspects matériels. Alors, comment travaille-t-on en interne, si je puis dire à partir des indications données par le Président de la République et le Premier ministre, il y a essentiellement 2-3 secteurs ministériels qui sont mobilisés. Bon, d'abord le Quai d'Orsay, puisqu'il a été choisi pour avoir la présidence au nom de notre réseau diplomatique. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Et évidemment, en tant que patron du Quai d'Orsay,
je mobilise tous nos ambassadeurs au cours de cette année, de l'année prochaine, sur cet objectif. Et par exemple, vous savez sans doute que se réunit la conférence des ambassadeurs à la fin du mois d'août chaque année, et l'un des thèmes centraux sera comment on prépare la COP 21, parce que nous avons le troisième réseau diplomatique du monde, et si chaque ambassadeur fait son travail et à chaque fois que les sujets sont posés ajoute ce sujet-là, c'est comment dire, un phénomène positif qui se développe et dont nous avons absolument besoin. La ministre de l'écologie mène la délégation française, parce qu'il faut qu'il y ait une action française, dont j'ai dit qu'elle doit être exemplaire, et elle doit aussi, en liaison avec le Quai d'Orsay, jouer un rôle au sein de la démarche européenne. Et puis, Madame Girardin, qui est secrétaire d'État, chargée du développement, qui a pris la suite de M. Canfin, va aussi intervenir sur ces sujets, ainsi que quelques personnalités, j'en cite deux, qui sont là. D'une part, l'ambassadeur Lapouge, qui est ici, qui est grand spécialiste de ces questions et qui va coordonner notre travail là-dessus, dans la négociation proprement dite, qui est épouvantablement technique. Et d'autre part, M. Guignard, qui est le secrétaire général, qui s'occupe en particulier de l'organisation matérielle de tout ça, parce que c'est absolument colossal. Je vous ai dit, enfin j'ai cité ce chiffre, je crois, 20 000 délégués. Donc là, plus tous ceux qui voudront se rajouter, c'est un événement qui, matériellement, est très, très complexe à organiser. Donc, nous avons commencé à travailler là-dessus il y a à peu près un an, je crois. Évidemment, nous devons remplir uniquement notre rôle. Nous ne sommes pas encore les présidents en titre, puisqu'il faut travailler avec nos voisins et amis, péruviens, polonais, etc. Ça se passe bien. Et au plan interne, j'ai le plaisir de réunir à peu près chaque mois et demi, ce qu'on appelle dans un jargon horrible COPIL, je crois que ça veut dire comité de pilotage. Vous avez des COPIL chacun chez vous, et autour de la COP 21. Et donc, autour de la table, au quai, sont réunis à la fois les ministres et leurs directeurs compétents, et puis un certain nombre de spécialistes que je ne veux pas compromettre en citant tous leurs noms, mais notre ami Dantec est là, et un certain nombre de grands spécialistes du climat. Et puis il y a aussi M. Hulot, qui est le représentant du président de la République, et puis Mme Marie-Hélène Aubert. Enfin, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont un rôle administrativo-politique, sont là pour que, disons, les choses soient bien accordées. Et pour le moment, les disputes n'ont pas franchi les murs du Quai d'Orsay. Ça se passe extrêmement bien. D'ailleurs, si ça ne se passait pas bien au Quai d'Orsay, alors vraiment, ce serait à désespérer. Non, le travail avance bien. Il faut que nous fassions vraiment un travail de préparation très, très, très précis, parce que c'est très, très compliqué, ces affaires, et en même temps que nous n'outrepassions pas notre rôle, parce qu'il ne faut pas croire que la présidence est elle qui va donner le là et dire c'est comme ci, c'est comme ça, car il y a toute une série d'organisations, ADP, etc., enfin les sigles fleurissent au fur et à mesure que les jours passent, qui sont là, et il faut plutôt être facilitateur, synthétiseur, plutôt que grand architecte de l'univers. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, voilà l'organisation matérielle. Alors, évidemment, il y a des aspects financiers, il y a des aspects politiques, il y a toute une série de présences à organiser. Et nous n'avons pas perdu de temps, mais il n'y a pas de temps à perdre. Là, nous sommes au mois de mai. Il y a toute une série de conférences là, qui ont lieu en ce moment. Il va y avoir un grand événement qui va avoir lieu au mois de juillet à Paris à portée économique. Ensuite, on va se projeter dans le sommet de Ban Ki-moon de septembre. Ensuite, directement vers la COP de Lima au Pérou, préparée par une COP préparatoire au Venezuela quelques semaines auparavant. Et puis on saute directement dans l'année 2015. À Lima, normalement, il devrait y avoir un ours bien ou mal léché, je ne sais pas, qui soit un premier ébauche de texte. Ensuite, nous demandons aux pays de prendre des positions nationales. Petit à petit, l'accord converge. Il faut que nous occupions très précisément des mesures de financement. Il y aura certainement des questions là-dessus, parce que beaucoup de pays nous disent, et ils ont tout à fait raison, oui, c'est très bien votre affaire, mais comment financer? Moi, je suis un pays en développement, je n'ai pas les moyens, donc c'est l'affaire du fonds vert, c'est comme ça. Et il faut mettre dans le coup tous ceux qui peuvent financer.
Et puis, il y a une cartographie politique à bâtir pour que ceux qui sont les plus réticents veuillent bien, au fur et à mesure, abandonner leur réticence. Alors, certaines réticences sont compréhensibles. On pense aux petites îles, à d'autres qui n'ont pas les mêmes enjeux, parce que eux, c'est la vie ou la mort. D'autres, ce sont des réticences liées à leur niveau de développement, à leur manque de moyens financiers. D'autres, ce sont des réticences politiques, car il y a quelques pays qui disent non, voilà, bon, le problème existe, mais enfin, après tout, chacun chez soi. Et donc, il faut mettre en synergie tout cela et faire en sorte, rien n'est acquis, que en ce mois de décembre 2015, nous puissions enregistrer un succès. Voilà quelques éléments, mais je suis à vos dispositions pour des réponses plus précises. Je réfléchissais à cela. Le mot COP21, bon, c'est un peu mystérieux. Hein. On se demande quelle est la société secrète, le COP21. Bon. Et en fait, 21, c'est parce qu'il y a eu 20 conférences avant, si j'ai bien compris. Mais c'est aussi significatif que ce soit le 21 du 21e siècle. Et donc, il faut que petit à petit, dans l'opinion, et on doit s'appuyer sur les opinions publiques, notamment les opinions jeunes, des jeunes, nous accréditions l'idée légitime que c'est une responsabilité internationale absolument massive, qu'il ne s'agit pas d'une conférence comme une autre où on discute de modalités. Il s'agit, à proprement parler, de la possibilité d'existence de la vie humaine. Et je pense que si nous arrivons à cela, sans survaloriser nos mérites, c'est un thème que je développe souvent quand je parle politique avec les dirigeants que je rencontre. Ça donne de la politique peut-être une idée un peu différente, et peut-être un peu meilleure que celle qui nous est souvent reprochée. On nous dit, oui, mais la politique, c'est quelque chose d'obscur, d'un petit peu crapoteux, etc. Oui, mais là, il s'agit vraiment de préparer le futur. Et il ne s'agit pas d'intérêt égoïste, ni égoïste d'un point de vue national, ni égoïste d'un point de vue temporel. Il s'agit que le politique, avec un grand P, retrouve ses droits, qui est faire en sorte que la vie en société sur la Terre soit possible et soit meilleure. Et je pense que c'est un élément qui peut, si nous réussissons, faire regagner du crédit aux politiques en général. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce que je voulais vous dire en quelques mots. C'est un défi très difficile, mais avec l'aide du Sénat, rien n'est impossible. Bien. Monsieur le ministre, merci. Merci pour cet excellent exposé. Alors, les questions, donc les premières questions, Monsieur Marcel Deneux, Ronan Dantec, Michel Teston, Yves Rome. J'en ai deux autres. Hélène Conway, Yves Roslo-Livorgo, Leïla Echi. Et Louis Nègre. Voilà, alors on va commencer donc par Monsieur Marcel Deneux. Oui. Ça tombe bien. Monsieur le ministre, merci de votre exposé. Vous avez campé le décor. Moi, j'avoue que je partage votre constat et rien ne me choque dans ce que vous avez dit, ni par les cheminements à venir. Alors, je voudrais vous faire part d'une partie de mon expérience qui n'est pas grande en pierre, mais j'apporte ma pierre à l'édifice. En 2001-2002, j'ai fait le premier rapport sur les évolutions climatiques dans le cadre de l'Office parlementaire des évaluations technologiques. Et j'ai, à ce titre-là, eu la chance d'être dans la délégation parlementaire qui était allée à Johannesburg. Et je vous dis ça pour que nos amis comprennent l'ambiance de l'époque. J'ai participé, j'ai assisté dans la même salle à ce discours dont on parle à Maison Brûlée, et vous regardons ailleurs, le matin, et l'après-midi, dans la même salle, le même auditoire a sifflé le représentant des US. C'était l'époque où le président des USA, on vivait encore sur cette grande déclaration, le mode de vie des Américains n'est pas négociable. C'était cette époque, il y a 15 ans. Bon. Alors, je vous dis ça et j'ai mesuré ce soir-là la difficulté de mettre d'accord l'ensemble de la communauté internationale. Je me suis dit, on a quand même beaucoup de choses qui nous séparent. Comment va-t-on faire? Alors, vous ayant dit cela, moi, dans ce que vous avez dit, il y a des choses que je veux appuyer et rappeler. Nous avons beaucoup de chance d'être la France pour l'organisation
de cette réunion internationale, parce qu'on ne le dit pas assez, la France est plutôt vertueuse dans ce système et nous avons une crédibilité réelle. S'il fallait le chiffrer, quels sont les éléments de chiffrage les meilleurs pour apprécier, en matière de production de CO2 par habitant, la France c'est 5 tonnes 8. Moi je travaille beaucoup en ce moment des affaires d'énergie avec l'Allemagne. L'Allemagne c'est 9 tonnes. Et la moyenne européenne elle est quelque part dans ces niveaux-là. Donc la France a une base de départ très crédible pour être ceux qui organisent et qui peuvent, dans une certaine mesure, montrer le chemin vertueux et le dire, c'est à notre portée. Ce que vous avez fermé, il faut le dire, c'est à notre portée. Alors, ayant dit cela, comment on chemine, moi je partage tous les points de vue. Je ne serai plus parlementaire l'année prochaine, mais je continuerai à participer à mon niveau. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est comment allons-nous nous servir du multilatéralisme avec l'expérience des négociations diplomatiques que vous avez et qui a manqué à Copenhague. Moi, j'étais à Copenhague. En fait, nous n'avons pas eu l'expérience de la négociation diplomatique pour 36 raisons d'organisation locale et même de participation française. Il était difficile d'aboutir au bout de 2 jours, on en était conscient. Alors, comment mettrez-vous au service du système votre habitude de la négociation diplomatique? Et puis, une question plus précise, comment comptez-vous vous servir des 700 millions d'habitants qui composent l'Union pour la Méditerranée, qui se sont réunis fin janvier, qui doivent encore se réunir à Athènes ce mois-ci, autant que je sache, et qui sont porteurs d'un avenir dans la mesure où leur existence à eux est tout à fait mise en cause par ce qui se prépare en matière de réchauffement climatique, étant donné que la France est quelque part dans la situation d'un pays charnière dans cette affaire. Autrement dit, il y a là, avec Union pour la Méditerranée et votre compétence des négociations diplomatiques, un levier dont il faut se servir. Alors, Monsieur Roland Dantec, si on peut, Monsieur le Ministre, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions si chacun ne fait pas un petit effort. Hein. Donc, Monsieur Roland Dantec. Oui, donc pour être rapide, mais je crois que la présentation de Laurent Fabius était extrêmement claire sur les objectifs de la France et sur l'analyse. Peut-être juste en complément, puisqu'il se trouve que j'ai atterri d'Abu Dhabi à 15h, donc je reviens avec justement un petit peu le feeling de ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Je crois qu'il est important de comprendre que collectivement, peut-être pas de manière consensuelle, mais assez majoritairement, l'ensemble des acteurs ne veulent pas revivre Copenhague. Ça, je crois que c'est extrêmement clair et qu'il y a un sentiment partagé qui est que finalement le succès de Paris, c'est qu'au lendemain de Paris, les acteurs sont en mouvement. Puisque aujourd'hui, je crois, comme Laurent Fabius l'a très bien dit, le climato-scepticisme est en train de battre en retraite et scientifiquement démontrer l'origine humaine, mais il y a une espèce de climato-fatalisme qui l'a remplacé sur le fait que finalement l'effort est tel qu'il n'est pas accessible et que du coup on peut peut-être se replier les uns les autres sur son territoire, ce qui serait la pire des choses. Et donc il faut absolument qu'au lendemain de la COP, et c'est la responsabilité de la France, l'ensemble des acteurs du citoyen à la multinationale soient en mouvement avec l'idée que c'est accessible dans le courant du XXIe siècle. Donc je crois que c'est ce que Ban Ki-moon porte avec le sommet de septembre. Pour information, donc moi j'ai présenté avec les représentants des autres réseaux mondiaux le Compact of Majorque qui complète assez bien la nomination de Bloomberg, et on essaiera de présenter à New York finalement un tonnage agrégé de l'ensemble des actions des villes, mais pas que des grandes. Je crois que c'est important de montrer que ce sont tous les territoires qui sont en mouvement. Et ma remarque, peut-être pour être justement rapide, c'est que j'ai aussi assisté à l'atelier finance. Et ce qui est quand même assez marquant, c'est dans le propos de Christina Figueres, que la question du fonds vert reste quand même assez centrale aujourd'hui, sur le fait que si les pays développés ne tiennent pas à l'engagement de Copenhague, l'un des rares engagements de Copenhague, alors il sera difficile de créer la confiance sans laquelle il ne peut pas y avoir d'accord. Ce qui veut dire, je me retourne un peu finalement vers les uns et les autres, puisque Laurent Fabius a un peu interpellé les parlementaires, qui est que demain, si nous voulons l'accord, il nous faudra aussi faire un effort financier, direct ou indirect. Et qu'il ne faudrait pas que demain, tous ceux qui se disent
le climat c'est extrêmement important, finalement rechigne au moment où il faudra quand même sortir d'une manière ou d'une autre le carnet de chèques. Je crois que ça c'est un enjeu majeur et il faut être conscient que si nous ne tenons pas la promesse de Copenhague, nous ne créerons pas la dynamique à Paris en 2015. Merci. Monsieur Michel Teston. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre et ancien Premier ministre, je souhaite vous poser brièvement 2 questions. Elles portent sur le positionnement de l'Union européenne et de la Chine au cours de la conférence. Il me paraît absolument nécessaire que l'Union européenne parle d'une seule et même voix au cours de la conférence. Donc ma question est simple. Comment l'Union européenne se prépare-t-elle et de quelle manière? On peut penser en effet que certains États européens qui sont effectivement intéressés par l'exploitation de leurs ressources fossiles n'auront peut-être pas la même position que d'autres. Et la deuxième question, on a entendu que le président chinois, vous l'avez d'ailleurs cité dans votre intervention, a annoncé des réformes économiques qui consisteraient à répartir les bénéfices finalement du développement plus équitablement, tout en diminuant la pollution. Est-ce que ça peut se traduire lors de la conférence par un changement du discours diplomatique chinois, ce qui serait absolument nécessaire? Oui, très rapidement, Monsieur le Ministre, j'ai été particulièrement sensible aux arguments que vous avez développés pour témoigner de l'importance de cette conférence, en appelant d'ailleurs à un élan politique fort, à des engagements les plus rapides possibles. Je considère que la France a un rôle central, et vous l'avez bien compris, à jouer dans cette dimension si particulière pour le devenir de l'humanité. Toutefois, en revenant à des considérations beaucoup plus bassement matérialistes et filant la question de mon collègue Teston sur la capacité de l'Union européenne à agir plus collectivement, j'ai la prétention de considérer qu'aujourd'hui, sur le territoire national, des collectivités territoriales ont manifesté des intentions très fortes dans la réalisation d'équipements structurants qui permettraient d'abaisser significativement l'empreinte carbone. Et je pense plus particulièrement à un grand projet qui peut concerner jusqu'à l'ouest de notre pays. Je pense au canal Seine-Nord-Europe. Ne serait-il pas judicieux, en amont de cette conférence, que la nation française, accompagnée par les décisions que l'Europe a déjà arrêtées dans le cadre du financement de cette infrastructure, les collectivités territoriales ayant déjà témoigné de leur intérêt et de leur cofinancement sur cette structure, une décision positive puisse être annoncée pour montrer en la matière l'exemplarité de la nation française, qui serait une bonne manière d'accueillir les autres continents pour la réussite de ce Paris Climat 2015. Merci. Madame Hélène Connemont. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout d'abord vous féliciter de vous être saisi d'un sujet aussi vaste. C'est un acte courageux, non pas parce qu'il y avait beaucoup de concurrents, puisque la France était le seul pays, mais au vu des enjeux à relever, et puis aussi au vu des réticences peut-être que nous voyons de la mise en œuvre des objectifs qui avaient été dessinés lors des conférences précédentes, et réticences donc de mise en œuvre de ceux-ci. Ma question va porter simplement sur le financement de la conférence. Je crois qu'aujourd'hui, il est très important de sensibiliser le plus grand nombre. Nous avons un besoin de travailler dans la transparence, et au vu du climat économique que nous connaissons, même si les enjeux sont importants, de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre, et donc de savoir comment cette conférence sera financée. Merci. Monsieur Yves Pozzo di Borgo. Oui, Monsieur le ministre, vous avez commencé votre intervention en faisant allusion aux grandes masses glaciaires qui fondent, et récemment avec le groupe d'amitié Antarctique Terre Australe du Sénat et la Fondation Le Canuet que je préside, nous avons organisé un colloque sur l'article, et où notamment nous avons eu une intervention très forte de Michel Rocard, qui s'inquiétait du fait que les 8 pays riverains bloquaient les choses, et que l'Arctique, comme l'Antarctique d'ailleurs, qui était enfin, surtout l'Arctique, puisqu'on avait parlé de l'Arctique, qui était quand même un des éléments de ce changement climatique, était en fait aux mains de 8 pays, et que ce n'était pas ouvert. Alors la question que je vous pose, c'est de savoir dans quelle mesure, alors je sais qu'il y a un rapport de notre collègue Gattolin là-dessus qui va sortir au Sénat, je veux savoir quelles sont les mesures éventuellement qui pourraient être envisagées durant cette conférence. Merci. Madame Leïla Aïchi.
Merci Monsieur le Ministre, merci Monsieur le Président. Je voulais apporter quelques précisions, s'il vous plaît, par rapport à votre exposé. J'ai le 14 février dernier organisé au sein du Sénat un débat sur l'Europe de la défense autour du livre vert de la défense des écologistes, qui porte le concept de Green Defense, dans lequel nous abordons évidemment les sujets de problématiques environnementales, de prévention des conflits, d'accès aux matières premières et évidemment du dérèglement climatique. Donc avec un prisme évidemment environnemental et également avec une approche de défense sur ce sujet, compte tenu du fait que précisément en ce qui concerne notre défense, c'est la première emprise foncière et qu'une transition environnementale et énergétique ne peut pas se faire sans l'armée et que, à titre d'exemple, l'armée américaine consomme à peu près 360 000 barils de pétrole par jour, à savoir plus de la consommation journalière de la Suède. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, reconnaît lui-même que le dérèglement climatique est un risque majeur stratégique. Et nous-mêmes, dans le livre vert de la défense des écologistes, nous considérons que le dérèglement climatique doit être intégré comme une donnée stratégique pour notre défense et de construire tout le sujet de la défense et la construction de notre outil militaire autour de ce sujet éminemment important pour les décennies à venir. Je voudrais avoir votre sentiment, Monsieur le Ministre, sur la manière dont vous abordez ce sujet du dérèglement climatique en lien évidemment avec les conflits environnementaux. Et une des recommandations que nous avons faites dans le cadre de notre livre, justement, c'est dans le cadre du COP 21, d'intégrer et d'organiser une réunion des ministres de la Défense, compte tenu du fait qu'indépendamment du fait qu'ils soient ou non écologistes, leurs propres contraintes d'organisation interne, de par le fait qu'ils consomment beaucoup d'énergie, ils sont soumis à ces contraintes. Donc je voulais également avoir votre sentiment, puisque ça fait partie de la première recommandation du livre vert, donc d'organiser en 2015 à Paris une réunion des ministres de la Défense autour du dérèglement climatique comme une donnée stratégique pour nos armées. Je vous remercie. Merci, Monsieur Louis Nègre. Monsieur le ministre, merci de votre exposé liminaire qui était particulièrement intéressant et qui mettait bien l'accent sur ce qu'il fallait examiner aujourd'hui. Alors, pensée globale, agir localement. Vous avez dit la France doit être exemplaire. Je vous rejoins assez facilement sur ce point-là. Et plutôt qu'une question, j'aurais deux propositions à vous faire. La première, c'est d'avoir une politique plus pédagogique à l'égard du grand public. Parce que nous n'arriverons pas à avancer si le grand public, lui, n'est pas convaincu de la nécessité d'agir. Et je reprends donc l'AFP de 15 heures qui annonce le fameux discours d'Obama. Et Obama va utiliser la route numéro 1 en Louisiane pour démontrer que cette route est en train de s'enfoncer et que ça va coûter 7,8 milliards d'euros, notamment aux pétroliers, pour récupérer ça. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre et donc je souhaiterais qu'on soit plus pédagogue. J'aborde le problème non pas au niveau de la conférence, vous le voyez, mais de manière terre à terre par le petit bout de la lorgnette. Deuxième proposition. Il faudrait intervenir beaucoup plus fortement sur les transports. Vous savez que les gaz à effet de serre proviennent en grande partie, au moins 30% des transports. Et je suggère fortement, puisque la France a une position plutôt en pointe dans le domaine du véhicule électrique, grâce notamment à deux choses, un mix qui est énergétique, qui nous est favorable, et deuxièmement parce que Renault, constructeur mondial, s'est lancé là-dedans. Eh bien, je suggère fortement au gouvernement, je l'ai dit au ministre du redressement productif, je l'ai dit au ministre donc, de l'Environnement, et je vous le dis, je suggère fortement que le gouvernement ait une action dans ce domaine beaucoup plus forte qu'il ne l'a actuellement pour faire en sorte que les collectivités locales, les flottes d'entreprises, les flottes de nos communautés d'agglomération aient davantage, voire les ministères, aient davantage de véhicules électriques qui pourraient servir d'exemple aux autres. Madame Évelyne Didier. Madame Évelyne Didier. Excusez-moi, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de la précision de votre exposé et de son exhaustivité. Plusieurs questions ont trouvé réponse à travers ce que vous avez dit, donc je ne m'en tiens là. Simplement,
comment la question sociale est prise en compte dans ce travail qui est fait pour la préparation de Paris 2015. Ça, c'est ma première question. La deuxième, de grands pays jusqu'ici ont été très réticents. Je pense notamment à l'Australie, au Canada. Est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable d'envisager qu'ils vont rejoindre le concert des grandes nations pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique? Le fonds vert, effectivement, comme l'a dit M. Dantec, c'est quelque chose d'assez symbolique. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la participation demandée à la France? Et enfin, on parle de pédagogie. Mon collègue citait quelques exemples. Moi, je dirais que rien ne va pouvoir être gagné sans les médias. Or, les souvenirs que j'ai des différentes conférences précédentes, le jeu médiatique a consisté à chercher toutes les fautes que faisaient les parlementaires ou les membres du gouvernement à l'extérieur. On en a fait une aventure politicienne, alors même que là, comme dirait mon collègue Daniel Renner, la maison brûle. Et comment faire en sorte que les médias soient à la fois engagés et responsables dans et qu'ils ne transforment pas ça en petite bisbille médiatique. Madame Chantal Joannon. Bonjour Monsieur le Ministre, merci pour votre exposé. J'ai eu la malchance d'être à Copenhague et la chance de ne pas y être comme politique et donc d'avoir accès à peu près à tout et notamment aux négociations préalables. Dans ce qui s'est passé à Copenhague, c'est que la négociation préalable des experts et diplomatiques a échoué et qu'on est arrivé le jour où les chefs d'État entraient dans la négociation avec un texte où il restait 90 points en négociation. L'échec était en partie dû à des problèmes d'organisation et à l'impossibilité de mettre autour de la table les représentants du G77. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est serons-nous capables d'éviter cette nouvelle erreur de procédure? Il semble que l'évolution de la Chine, comme vous l'avez signalé, soit plutôt favorable et que la volonté finalement de laisser les acteurs prendre des engagements volontaires et d'être moins exigeants que ce qu'il y avait à Copenhague soit aussi plus favorable. Mais qu'en est-il de notre relation, nous, Européens, avec l'Afrique ? Parce qu'on a vu sur la conférence de Nagoya, sur un autre sujet qui était difficile, que la relation UE-Afrique a permis de faire aboutir cette conférence. Est-ce qu'on a une action particulière vis-à-vis de l'Afrique? Et d'autre part, quel est votre sentiment sur l'évolution du discours du Brésil, qui là aussi, par contre, est peut-être moins positif que ce qu'elle n'était auparavant. Enfin, bon, je ne reprendrai pas ce qui a été dit sur le fonds vert et que je partage par M. Dantec et Mme Didier. Le dernier point, sur les collectivités, qu'est-ce que vous prévoyez pour les régions? Parce que c'est vrai qu'on a vu que sur la plupart des négociations, elles ont un rôle très proactif et beaucoup plus ambitieux que la plupart des gouvernements. Le ministre. Merci beaucoup. Je regarde. Bon, alors on va aller au galop. Hein. Ah, madame. Allez-y, madame. Donc la dernière. Allez-y, madame. Monsieur le ministre, évidemment, comme tous mes collègues, je vous remercie. C'était un exposé clair, extrêmement pédagogique. J'admire surtout votre enthousiasme, parce que vous avez même dit que vous enleviez le mot condoléances au mot félicitations. Bravo. Mais peut-être que malgré tout, je ne le partage pas. Nous avons auditionné au mois de juin dernier, dans cette même commission, Madame Connie Hedegaard, qui est donc commissaire européen au climat, et qui a manifesté son inquiétude et qui nous a même dit que l'incertitude quant au résultat de cette conférence était un cauchemar quotidien. J'emploie les mots qu'elle avait employés à l'époque. Et elle avait surtout, évidemment, invoqué les problèmes économiques qui contrebalancent, évidemment, la volonté de respecter tout ce qui est écologique et climatique. Alors, je voulais vous poser une question. Il y a un certain nombre de personnes qui se posent des problèmes concernant le nouveau traité transatlantique. Il paraîtrait, et je parle sous votre élément, il paraîtrait que le gouvernement serait prêt, dans les négociations actuelles, à donner la possibilité aux firmes multinationales, je prends les termes qui ont été employés, d'attaquer les États devant les tribunaux si les réglementations publiques faisaient obstacle à l'investissement et au profit. Évidemment, si cela est exact, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, ce serait un véritable dumping écologique,
grave. Et donc, ça serait évidemment au niveau de l'image de la France comme leader, comme vertueuse et comme exemplaire, quelque chose d'inquiétant. Juste un mot, pour reprendre ce que dit mon collègue, on entend tout le temps au niveau pédagogique dire la hauteur de l'eau de 50 à 1 mètre, ce n'est absolument pas parlant. Ce qui est parlant, c'est de savoir jusqu'où elle va dans les terres. C'était juste parce que j'entends tout le temps... Dernière question, Madame Joëlle Garriaud-Mélan. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, vous nous avez demandé en tant que sénateur d'être acteur de la promotion de cette conférence. Nous le serons bien évidemment, mais je voudrais souligner l'importance d'acteurs souvent oubliés, qui sont les Français de l'étranger, qui peuvent vous être très utiles dans ce domaine. Et je pense en particulier au réseau de nos lycées français à l'étranger, où nous scolarisons très souvent les enfants des élites locales et qui peuvent être un moyen insoupçonné de nous aider. Et en plus, ces enfants et leurs enseignants sont très concernés sur cette question. Bon, je pense à une initiative que je soutiens du lycée de Milan en partenariat avec le lycée du Sénégal, de Dakar, parce que vous savez que nous avons un énorme problème de montée des eaux à Saint-Louis du Sénégal, et je crois que là, nous pouvons vraiment fédérer beaucoup de bonne volonté dans le monde entier. Merci. Je remercie ceux qui ont posé des questions. Je remercie aussi ceux qui n'en ont pas posé. Parce que le temps est limité. Donc, j'espère que vous m'excuserez si je suis lacunaire. Cela n'est pas dû seulement à mon incompétence, mais vraiment au manque de temps, parce que je ne veux pas être en retard pour la suite de mon programme. Alors, d'autant que dans beaucoup de cas, il s'agissait de questions et d'observations et qu'il n'y a pas à commenter. Monsieur Deneux a souligné la crédibilité de la France et il a dit mais quelle technique diplomatique? Bon, je ne suis pas diplomate de profession, mais j'essaie de m'y mettre. Mais vous savez, nous avons établi une espèce de cartographie politique. Il y a des pays qui sont, pour employer un terme vulgaire, très allants, d'autres qui sont plus réticents, d'autres qui sont très, très réticents. Et à partir de là, nous essayons de bâtir, parce qu'on ne peut pas forcer un pays qui ne veut pas, quelles sont les coalitions que nous pouvons créer, les termes d'échange que nous pouvons formuler. Nous le faisons, j'en prends un exemple au niveau européen dans un instant, nous essayons de le faire au niveau mondial. Après, c'est le jeu de la discussion et l'une d'entre vous disait, mais vous m'avez paru optimiste et Madame de Garde était plus pessimiste. Je ne suis pas optimiste, je suis volontariste et en même temps, je mesure l'immense difficulté de cela. Si depuis des années, les COP amènent certaines évolutions, parfois même certains progrès, mais n'ont pas réussi. Bon, Zorro n'est pas dans cette salle. En tout cas, je ne le connais pas. Mais il faut avoir cet optimisme de la volonté et de la nécessité. Et ensuite, je suis incapable de vous dire avec 100% de chance que nous allons réussir. En tout cas, nous devons être le maximum d'atouts de notre côté. Plusieurs d'entre vous ont posé la question, l'UPM, l'Afrique. Alors, en ce qui concerne l'UPM, évidemment, nous allons essayer de nous servir, entre guillemets, de cette base commune. En ce qui concerne l'Afrique, les choses avancent assez bien. Je ne sais pas, c'est Mme Joanneau notamment qui a fait cette observation, qui a posé cette question. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un œil sur les conclusions de la réunion qui a eu lieu à l'Élysée en décembre, début décembre de l'année dernière, où nous avons passé une espèce d'accord avec l'ensemble de nos amis africains, puisque 51 pays étaient là, pour dire que nous allons aborder ensemble ces questions. Évidemment, le travail n'est pas fini, mais nous avons trouvé, c'est notamment M. Lapouche qui s'occupe de ça, beaucoup de volonté, de bonne volonté. Il est évident qu'à partir du moment où nous serons d'accord d'avoir une base commune avec nos amis africains, ça nous met en beaucoup meilleure position pour parler, notamment avec le groupe de 77 et avec d'autres. Et c'est un objectif qui nous semble à portée de main. Simplement, et j'en viens immédiatement à cette question qui revient dans plusieurs de vos observations, ils posent tous la question du financement, et ils ont raison.
Et là-dessus, nous savons que ce sera un enjeu majeur pour l'adoption de l'accord. Quel est l'état des discussions et quel est l'engagement de la France? Bon, le financement va être clé pour la conclusion de l'accord, d'abord parce que c'est un enjeu de confiance entre les développés et les pays en développement. Ensuite, parce que, objectivement, la transition mondiale vers un modèle plus durable requiert des investissements conséquents. En 2014, il y a deux enjeux principaux. Premièrement, la capitalisation du fonds vert. Il faut que nous assurions une capitalisation initiale ambitieuse du fonds vert d'ici la fin de cette année. Et le fonds, maintenant, il faut le rendre opérationnel, puisque la création a été décidée il y a maintenant 4 ans. Et nous allons contribuer à cette première capitalisation et nous y affecterons une part significative des revenus de la TTF. Deuxièmement, nous avons pris un engagement collectif de dégager 100 milliards de dollars par an. Alors, ça peut paraître une somme énorme, mais quand on fait ces 100 milliards, tout compris, y compris ce qu'apportent les ressources privées. Donc, c'est à la fois les ressources publiques et privées d'ici à 2020. La capitalisation du fonds vert va être un premier signal fort à cet égard. Mais au-delà, il faut que les négociations progressent sur les aspects techniques, notamment sur la création d'un cadre transparent et harmonisé en portage des flux financiers. Et l'accord de 2015 va être clé pour parvenir à ces 100 milliards. La somme peut paraître énorme. Des travaux ont commencé qui montrent que c'est à notre portée. Et je demanderai en particulier à une personne que vous connaissez peut-être, qui est Madame Tubiana, qui travaille déjà à nos côtés, qui est quelqu'un de compétent et qui connaît bien ces sujets, de se pencher sur le côté financier et l'agenda positif, parce que c'est un élément clé. Puisque je parle de financement, si j'ai compris Madame Conway, qui malheureusement a dû nous quitter, elle posait aussi la question du financement de la conférence elle-même, qui était une question différente. Bon, là, nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est M. Guignard en particulier, ici présent, qui s'en occupe. Ça dépend, bien sûr, du cahier des charges des Nations Unies, qui est en cours de négociation, parce que c'est un élément important. Ça dépend du nombre des participants. Ça dépend du concept exact de la conférence. Et d'autre part, il faut que nous reflétions dans notre organisation l'esprit de la conférence, c'est-à-dire éco-responsabilité, capacité d'innover, une certaine modestie. Et ensuite, nous programmons le financement et nous l'inscrirons en PLF 2015 et 2016. Bon. Il faut voir aussi, bon, ça va coûter de l'argent, parce que quand on regarde les précédents, ça coûte de l'argent, mais ça, c'est un investissement au sens le plus noble que fait la France. Il y aura aussi sûrement des retombées pour la France, parce que quand vous avez 20 000 personnes officiellement qui viennent et encore quelques dizaines de milliers d'autres, évidemment, c'est pour la capitale et pour l'ensemble de la région un apport. Mais ne soyons pas hypocrites ou myopes, il y a un coût non négligeable à cette conférence. Dès que les choses auront été un peu précisées, évidemment, je vous en informerai. D'ailleurs, je devrais me rendre au Bourget dès que les choses auront un peu avancé pour expliquer à la presse, parce que plusieurs d'entre vous ont juste raison souligner l'importance de la presse dans ce genre de rassemblement pour expliquer un peu où nous en sommes. Alors, Monsieur Dantec a fait comme d'habitude des observations pertinentes. J'aime bien sa remarque, climato-scepticisme non, mais attention au climato-fatalisme. Il faut faire attention à ça. Monsieur Teston, Union européenne, Chine, mais la question a été posée par d'autres. Union européenne, les propositions de la Commission sont intéressantes, même si on peut discuter tel ou tel détail. Nous ne sommes pas arrivés encore à un accord, notamment parce que quelques pays ont des difficultés. Je pense singulièrement à la Pologne. Vous avez vu, puisque la Pologne est très dépendante de la Russie, elle a des ressources en charbon qu'elle ne veut pas abandonner, etc. Il y a un pas non négligeable qui a été fait il y a 2-3 jours de ça, c'est que le Premier ministre Tusk a dit que, compte tenu de la situation en Ukraine, il fallait aller vers une politique énergétique européenne. Et nous avons emprunté le même mouvement, même si, à l'intérieur de ce qui pense être la politique énergétique européenne, il y a des discussions à avoir, notamment sur l'aspect charbon. Mais à quelque chose, malheur est bon, si je peux dire, même si on souhaiterait éviter le malheur, je sens chez mes collègues, par rapport à ce qu'on a connu il y a 2-3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, une prise de conscience très très importante de la nécessité d'avoir une politique énergétique européenne, avec 3 objectifs. Le premier, c'est des coûts plus bas. Le deuxième, c'est la sécurité d'approvisionnement. Et le troisième, c'est une politique qui soit compatible avec les objectifs climatiques, ce qui n'est pas du tout le cas.
L'autre jour, il y avait, je crois que c'était dans Le Monde, un article tout à fait remarquable de M. Mestralet, que vous connaissez. Il disait en matière européenne, c'est un échec absolument lamentable. Puisque non seulement c'est très cher, la sécurité n'est pas assurée, mais en plus, le produit de tout ce qui a été fait, c'est qu'il y a plus de charbon qu'avant. Donc, si on voulait un échec, il est là. Et donc, nous souhaitons, nous allons vraiment nous mobiliser pour faire évoluer l'Union européenne dans le bon sens. La Chine, au moment même où, c'était il y a quelques semaines, les autorités décidaient de faire la circulation alternée. Vous avez ça en tête? Bon. Parce que je crois il y avait eu 10% ou 20% de dépassement du seuil à Paris. Je me trouvais à Pékin, où la pollution était un multiple 18. Multiple 18, pas 10% ou 20%, multiple 18 du seuil autorisé. Et par des conversations aussi bien avec le président Xi que le Premier ministre Li, que beaucoup d'amis ou de collègues chinois, c'est une vraie préoccupation. Pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a vraiment des problèmes majeurs, pour des raisons économiques, parce qu'il y a des cadres d'entreprises qui ne veulent plus aller dans un certain nombre de villes chinoises, notamment à Pékin, à cause de la pollution, et pour des raisons sociales et politiques, parce que la population dit non. Et les dirigeants chinois sont des gens très intelligents, sensibles à cela, et donc ils ont décidé de faire évoluer les choses. C'est très compliqué compte tenu du développement. Mais j'ai plaidé auprès du président Xi, et je retourne en Chine dans 10 jours, et je le referai auprès des autorités chinoises, pour que, puisque la Chine a décidé, et c'est nécessaire, c'est indispensable et c'est sincère, de faire cette évolution, eh bien, comme je le disais dans mon propos introductif, évidemment, ça changerait énormément la donne mondiale si elle faisait l'annonce de cette évolution, et notamment au moment de la conférence de M. Ban Ki-moon. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. M. Rome a posé la question importante du canal Seine-Nord-Europe. Oui, mais il y a d'autres équipements aussi, mais évidemment, il ne faut pas avoir une contradiction entre les objectifs généraux qu'on affiche et puis les équipements qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Mme Conway avait posé la question du financement, j'ai essayé d'y répondre. Sur l'Arctique, oui, vous avez tout à fait raison. M. Rocard est mon représentant, il est très très compétent sur ces sujets, et, il est très passionnant là-dessus. C'est vrai que sa thèse, que je crois juste, c'est qu'un certain nombre de pays contrôlent ça, alors que quand on regarde, non seulement en termes climatiques, mais en termes économiques, c'est une région du monde qui concerne le monde entier. Et donc, la France a demandé à pouvoir être associée à tout cela. C'est un sujet que nous avons présent à l'esprit. Madame Hachi, je dois dire avec grande honnêteté, j'espère que vous m'en pardonnerez avant les 20 prochaines années, que je n'ai pas lu le livre vert sur la défense. Ben, c'est gentil, d'ailleurs je vois qu'il est blanc. Mais en revanche, votre idée est très intéressante. Et je vais en parler, mais ce n'est pas une fin de non-recevoir, à mon collègue Le Drian, parce que ce n'est pas une manière détournée de dire attention, la défense est faute de... Mais ça concerne tous les collègues qui ont des ministères décisifs. Et je pense que ce serait très intéressant de montrer que dans ce domaine aussi, il y a des progrès à faire, ce qui, si j'ai compris, est le test de votre livre. Donc je suis preneur, donnez-moi ça. Monsieur Nègre a parlé des efforts de pédagogie, il a tout à fait raison. Et là, nous n'avons pas encore suffisamment avancé, nous n'avons pas pu, parce qu'il y a des travaux à faire, des slogans, enfin des exemples simples, bon, c'est béaba, mais nous allons nous y mettre maintenant. De la même façon que les transports, ils connaissent ça très bien. Il sait aussi qu'en tant qu'ancien président de l'agglomération rouennaise, c'est un sujet que je connais assez bien, et sur l'électrique, et donc si on peut faire avancer les choses, excellent. La question sociale, oui, il faut, non pas que qui dit social dit comment dire, attribution préférentielle aux syndicats, mais il faut que nous mettons toutes les forces, y compris les forces syndicales, dans le coup. Elles sont demanderesses d'ailleurs, et il faut le faire non seulement au niveau européen, mais au niveau mondial. Australie, Canada, disons que, en ce qui concerne leur enthousiasme écologique, comment dire, il y a encore des marges de progression. Bon. L'Australie a changé de gouvernement il y a quelque temps et le nouveau Premier ministre conservateur a fait campagne contre
taxes carbone, etc. Au Canada, il n'y a pas eu de changement, mais c'est une position constante. Donc voilà, vous savez sûrement que l'Australie a la présidence du G20 là, et nous avons demandé qu'elle inscrive à l'ordre du jour, ce qui n'était pas absolument spontané, la question climatique. Et auprès du Canada, nous allons devoir aussi faire effort. Nous ne serons pas seuls. Si les Américains bougent, ça entraînera quand même probablement aussi les Canadiens. Mais disons que ça fait partie dans notre planisphère politique des pays qui restent à convaincre, pour employer une formule neutre. Les médias, bon, je rappellerai cette anecdote que j'avais beaucoup aimée dans un livre du président Pompidou, consacré à sa vie, enfin un livre de mémoire que j'avais lu un jour comme ça, et il avait dit quelque chose, donc c'était dans les années, Pompidou c'était 70, bon, qui n'a pas vieilli d'une ride. Il raconte l'histoire suivante. Madame Pompidou va inaugurer un hôpital en Bretagne, je crois. À l'époque, il y avait encore l'ORTF. Bon. Et la station locale de l'ORTF envoie, à l'époque, il y avait des télégrammes, je crois, télégramme au siège de l'ORTF, faut-il filmer Madame Pompidou? Et la réponse c'est filmer si incident. Bon, tout est dit. Tout est dit. Voilà. Nous n'avons pas pris une ride. Bon, donc, ce que vous avez dit, tel à côté est plus intéressant que tel axe central. Bon, alors, non pas contrôler les médias, ça n'a aucun sens. Donc, il faut que les choses soient organisées de manière telle que, comment dire, même les aspects majoritaires soient intéressants. Bon, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le petit côté des choses. Mais ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de technique. Et donc, il faut, bien sûr, si nous voulons contribuer à la réussite, que cet aspect-là soit aussi pris en compte, sans avoir, en quoi que ce soit, l'illusion de contrôler les choses. Il n'y a pas question, mais au moins donner aux médias qui veulent faire objectivement leur travail les occasions de le faire. Je termine. Madame Joanneau, donc, qui était à Copenhague, si je comprends bien, donc son expérience est très utile. Je vous ai dit un mot sur Europe-Afrique. Là, c'est quelque chose sur quoi il faut que nous nous appuyions. Brésil, bon, il se trouve que mon nouveau collègue, ministre des Affaires étrangères, est le négociateur de Rio. Donc, il connaît les choses beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et ça se voit quand je discute avec lui. Bon, le Brésil a une position très forte dans ce genre de conférence. Et en même temps, parfois un peu difficile à cerner. Bon. Et donc, nous allons faire le maximum pour que le Brésil soit du côté de la réussite. Voilà l'objectif que nous pouvons essayer de nous fixer. Régions, oui, les régions, quand je disais collectivités locales, c'était les communes, les régions, etc. Et nous allons avoir, est-ce que c'est cette année? Bon, en octobre, il y a une espèce de grande réunion des régions où nous aurons le plaisir d'accueillir M. Schwarzenegger, qui doit présider d'ailleurs ce rassemblement, puisqu'il a été, je crois qu'il n'est plus, mais gouverneur en Californie. Mais il faut faire flèche de tout bois. Hein. Mais je compte beaucoup sur les régions, parce que souvent ce sont elles qui sont le plus engagées. Et l'idée, c'est que collectivités diverses, communes, départements, régions, etc., tout le monde montre qu'il y a des résultats positifs. Lycée AEFE, oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'ai demandé à Madame Farneau, la patronne de l'AEFE, et elle le fait, elle m'a dit que ça prenait très bien, de mettre ces thématiques à l'ordre du jour dans les différents lycées. Et bon, ça intéresse beaucoup et du coup, ça peut diffuser dans les familles et auprès de différents milieux. Dernier point, Connie Hedegaard et le traité transatlantique. Bon, Connie Hedegaard est une femme très compétente. Malheureusement, son mandat à la Commission va se terminer. Je ne sais pas par qui elle va être remplacée. Ce sera important, parce que le rôle du commissaire est important. Mais comme elle connaît le sujet admirablement, elle en connaît aussi les difficultés, non seulement au niveau européen, mais au niveau mondial. Simplement, elle mettra son énergie au service d'un succès possible, mais elle a raison de dire que le succès n'est pas assuré. Le traité transatlantique, bon, c'est un autre sujet dont vous aurez à débattre.
Parmi... Bon, le traité transatlantique, je voyais des articles de journaux aujourd'hui, et puis à l'approche des élections européennes, j'ai l'impression qu'on veut faire des rapprochements, qui d'ailleurs ne sont pas illégitimes, et tel ou tel parti prend position plutôt contre que pour. Je n'ai pas beaucoup recensé de partis qui disent oui, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai vu ce matin, c'est le hasard des choses, le négociateur américain qui est à Paris, et je lui dis ceci que je vous redis. Écoutez, cher monsieur, nous abordons ça sans préjugés. Bon. Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est, si possible, pour l'Europe et pour la France, d'avoir un marché plus important, de faire en sorte que nous puissions vendre davantage de produits agricoles, davantage d'appellations d'origine contrôlée, que nous puissions pénétrer davantage au marché public. Deux chiffres, je ne sais pas s'ils sont exacts, mais c'est ceux qui figurent dans les rapports. Nous, nos marchés publics européens sont ouverts à 85%. Les marchés publics américains, avec les régions, les fédérations, à 20%. Bon, donc, évidemment, si nous pouvions pénétrer ces marchés, c'est très intéressant pour nous. Ça, c'est les objectifs. Les risques, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça. Les risques, c'est que, alors que les Américains ont accepté que l'audiovisuel, etc., soit en dehors, à un moment, ils nous disent non. Les risques, c'est que les préférences collectives que nous voulons maintenir, c'est un mot prétentieux pour dire que nous voulons un poulet qui ne soit pas frelaté, nous voulons l'affaire des OGM, etc., ne soit pas respecté. Le risque, c'est que sur les marchés publics, les États fédérés nous disent « Ah ben, écoutez, on est désolé, mais ça, vous avez discuté avec le centre, mais vous n'avez pas discuté avec nous, et nous, on n'est pas d'accord. » Donc, il y a à la fois des perspectives, il y a des risques. Il y a un problème, c'est celui auquel vous avez fait allusion, c'est quelle est l'instance d'appel qui n'est pas encore décidée. Et il faut choisir une instance qui soit objective et qui ne nous mette pas dans des difficultés. Et il y a un autre aspect qui est, bon, on comprend bien que certains aspects de la négociation puissent être secrets, mais moi j'ai dit, et je l'ai dit ce matin, ou non, je n'ai pas dit cet après-midi à l'Assemblée, mais ce matin dans le groupe dans lequel je participais, le gouvernement viendra tous les 3 mois devant l'Assemblée, devant le Sénat, pour dire voilà où nous en sommes. Puisque de toutes les manières, le négociateur européen, il y a une négociation tous les 3 mois. Bon, s'il y a des choses secrètes, ben, voilà, on dira c'est secret. Mais sur l'essentiel de la négociation, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas ce qui se passe. Étant donné qu'à la fin, il faudra quand même que vous disiez oui ou disiez non. Bon, moi je ne pars pas avec une idée préconçue. Si les objectifs peuvent être atteints et que les risques sont écartés, bravo. Si les objectifs ne peuvent pas être atteints et que les risques, au contraire, adviennent, ben ce sera non. Bon, et on ne part pas en disant « Oh, c'est merveilleux parce que c'est les Américains » ou « Oh, c'est horrible parce que c'est les Américains ». Je pense qu'il faut être très, comment dire en bon français, matter of fact. On va regarder. Honnêtement, bon, j'ai discuté, mais c'était trop rapide avec le négociateur américain, puis j'avais vu toute une série de notes. Au stade où j'en suis, je suis incapable de vous dire si finalement ce sera oui ou ce sera non. Je ne le sais pas. Mais ça dépend de la négociation elle-même. Sur le calendrier, ce que m'a dit le négociateur, c'est qu'il y a des élections de moyen terme aux États-Unis à la fin de l'année, donc il n'est pas question qu'il y ait des avancées significatives avant. Bon, donc si on peut avancer, ce serait l'année prochaine, d'après ce que j'ai compris. Bon, eux souhaitent avancer, mais ça dépendra vraiment du contenu de la négociation. Bon, et je trouve, par rapport à telle ou telle position que je vois, autant dire quoi qu'il arrive, ce sera oui, ça n'a pas de sens, ça dépend du contenu. Autant dire quoi qu'il arrive, ce sera non, alors que les États-Unis et l'Europe, ça fait quand même quoi 40% du commerce mondial. Donc si on pouvait aller en avant et aller chercher des points de croissance, pourquoi pas. Mais au stade où nous en sommes, je pense qu'il n'est vraiment pas possible de dire voilà quelle va être la sanction finale. Sachant que la sanction finale, même si c'est un négociateur européen qui discute, il faut que nous soyons d'accord à la fin. Donc nous pouvons dire oui ou nous pouvons dire non. Voilà où nous en sommes. Bien, excusez-moi peut-être d'avoir été trop court dans mes réponses, mais merci à vous. C'est nous qui vous remercions, monsieur le ministre. Merci. Bon. Voilà pour cette audition de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui avait été auditionné par les commissions du développement durable et des affaires économiques du Sénat afin d'expliquer les enjeux pour le gouvernement de la préparation de la conférence sur le climat de Paris en 2015. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.